À Varosha, le temps s'est arrêté en 1974 après des bombardements intenses, puis la ville a sombré dans le silence. Symbole de la division de l'île, elle était interdite d'accès. Le président Tayyip Erdogan a récemment autorisé son ouverture, mais pour mieux imposer sa stratégie politique. C'est notre grand angle avec vous, Angélique Kourounis. Bonjour, vous êtes journaliste. Bonjour. Avec nous en direct également Joël Dallègre, maître de conférence émérite à l'INALCO, spécialiste des relations gréco-turques. Et puis nous sommes également avec Gilles Bertrand, enseignant, chercheur à Sciences Po Bordeaux. Angélique, vous avez consacré un documentaire à cette ville de Varosha qu'on a tous un peu oublié. Vous l'avez appelé « Les fantômes de Varosha ». Qui sont ces fantômes que vous avez rencontrés, vous ? Les fantômes de Varosha, c'est les 44 000 chypriotes grecs qui, en août 1974, au moment des bombardements, notamment des bombardements au napalm qui brûlaient toutes les montagnes en face de Varosha, ont fui. C'était une grande ville, 44 000 habitants. Ils ont fui, ils pensaient qu'ils allaient revenir. Ils ont juste pris leurs papiers au cas où. Et en fait, ils sont revenus 40 ans plus tard, 30 ans plus tard. Et ils ont marché dans leur ville. Alors, il faut savoir que Varosha, c'est deux grandes rues qui ont été ouvertes avec des cordons rouges, un peu comme dans les cinémas les soirs de première. Ils voient leur maison de loin, ils peuvent juste pas y aller. Ce sont des habitants. Des âmes qui rôdent là, qui essayent de retrouver des souvenirs de leur passé, de leur famille. Absolument. J'ai connu une personne qui a bravé la présence extrêmement massive des policiers chypriotes turcs et de l'armée turque pour rentrer. C'était un homme, il voulait rentrer chez lui, juste ramener quelque chose. On le montre dans le film, mais n'importe quoi, une photo arrachée, une vieille chaussure. Un chausson, c'est vraiment un crève-cœur. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait, vous allez le voir, c'est saisissant. Moi, même à 100 ans, je viendrai à genoux si j'ai la possibilité de venir vivre ici. Je quitte cette ville avec beaucoup de tristesse. J'en avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais vu. À vrai dire, je ne m'attendais pas à voir de telles choses. Jadis, il y a eu une guerre ici, dans ces rues. Mais aujourd'hui, nous nous y promenons et nous nous réjouissons. C'est un lieu unique. Et peut-être que cela servira davantage si on laisse ce lieu en l'état. Comment est-ce que des êtres humains peuvent faire ça à d'autres êtres humains? Comment est-ce qu'on arrive à ça? C'est surprenant. Depuis 50 ans, personne n'a rien changé. Pourquoi? Alors, il y a énormément de choses dans votre documentaire. Gilles Bertrand, je voulais vous demander comment c'est possible, Angélique vient de le mentionner, comment c'est possible que l'Europe a laissé faire? Il y a eu des bombardements au napalm. Gilles Bertrand, est-ce que vous m'entendez? Nous avons peut-être une petite difficulté. Alors, Angélique, on va continuer avec vous. Pour quelles raisons vous pensez que cette Europe a laissé faire en 1974? Parce que Chypre, c'était un confetti d'Europe perdu en Méditerranée orientale. Chypre ne faisait pas encore partie de l'Europe. Au moment où l'armée turque intervenait, en Europe, on discutait du prix du kilo de porc. Donc, ce n'était pas quelque chose qui les intéressait. Depuis 1963, il y avait des tensions sur l'île intercommunautaire. Personne n'est intervenu. Les habitants de Varosha, quand ils ont fui, pensaient qu'ils allaient revenir. Personne ne pensait que ça allait durer autant. Personne ne pensait que l'armée allait occuper 33% du territoire. Et c'est toujours occupé. Et donc, cette ville, après les bombardements de 1974, a été complètement bouclée et avec la mainmise de Erdogan, qui doit d'ailleurs se rendre sur place. Alors, avant d'être encerclé, pendant des semaines, il y a eu des razzias. On a absolument tout vidé, y compris les prises, les fils électriques. Il y avait des bateaux qui allaient et venaient de Varosha, qui en fait était un port, le port de Famagoust, une ville magnifique, qui allait à Mersin, la ville turque juste en face. Donc la ville a été vidée de toute éventuelle richesse. Après, on l'a ceinturée, entourée de barbelés, et on n'a plus pu y entrer. Quel est aujourd'hui l'avenir de Varosha? Parce que
là, il y a une réouverture, mais c'est pas, il y a derrière un dessein politique. C'est pas. Alors absolument, il y a deux choses. Il y a d'un côté les Chypriotes grecs qui veulent absolument récupérer leurs biens, leurs maisons. C'est très compliqué, ça on le voit dans le film. Et puis le but de Recep Erdogan est de faire de cette ville, une fois qu'il a décidé l'arrêt des négociations intercommunautaires en vue de la réunification, Varosha c'était sur la table des négociations, ça devait passer sous contrôle des Chypriotes grecs ou à tout du moins de l'ONU. Le but maintenant, il l'a officiellement fait passer sous contrôle des Chypriotes turcs, mais l'armée, c'est quand même elle. L'armée turque, c'est elle qui dirige. Les Chypriotes turcs ne sont pas maîtres de la chose. Absolument. Joël Dallègre, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous nous entendez? Joël, Chypre est un cas inédit en Europe. Aujourd'hui, quelles sont les positions des uns et des autres sur l'avenir de l'île? Non, je vous entends bien. Si vous m'entendez, moi, j'ai pas de problème. Oui, on vous entend. Allez-y, je vous en prie. Alors, Varosha est effectivement une ville fantôme dans la mesure où, contrairement au reste de la zone occupée, elle est entièrement vidée, encerclée de barbelés, cerclée par l'armée, et qu'effectivement personne, elle est restée en l'état, sauf les pillages et le passage du temps, et que personne ne peut s'y rendre, sauf maintenant chapeauté par ce que la Chypre turque et Erdogan veut bien. C'était effectivement prévu depuis plus de 40 ans comme étant un des éléments de la négociation, et quelque chose que dans le cadre d'une négociation, la Chypre turque pouvait envisager de redonner à la Grèce. Alors tout ça a été évidemment, c'est un peu perdu ces dernières années. Gilles Bertrand, est-ce que Chypre finalement peut espérer un dénouement? Est-ce que c'est possible politiquement d'avancer un peu sur cette question? Je crains que non, parce que les avancées qu'il y a eu dans le passé, les avancées principales qu'il y a eu dans le passé, c'était des avancées liées à des gestes unilatéraux. Hein. C'est-à-dire qu'en 2003, il y a eu l'ouverture de la ligne de démarcation entre les deux zones de Chypre. Et cette ouverture de la ligne de démarcation a été décidée par Recep Tayyip Erdogan, d'ailleurs, qui à l'époque a passé outre les réticences de l'exécutif chypriote turc. Gilles Bertrand, on a un peu l'impression que quand même dans cette affaire chypriote, les Turcs ont complètement la main sur la question. Comment l'expliquer? Est-ce que les Grecs ne sont pas suffisamment soutenus par ses alliés? Les Jusqu'à aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Oui, alors en 1974, si vous voulez, Chypre était une république non alignée. Hein. C'était un pays membre du mouvement des non-alignés, donc il n'avait en fait pas véritablement d'alliés. L'adhésion de 2004 à l'Union européenne n'a pas fondamentalement changé les choses. Légalement, la Turquie est puissance occupante dans la zone nord de Chypre. Il faudrait pour que la Turquie, il faudrait des pressions suffisantes pour qu'elle parte, mais ça paraît extrêmement compliqué compte tenu du poids de la Turquie. C'est d'autant plus difficile aujourd'hui. Ce qui aurait été possible en 1974 ou un peu plus récemment, oui. Mais aujourd'hui, la Turquie a pris un tel espace sur le plan international qu'effectivement son poids paraît plus lourd encore. Vous n'êtes pas d'accord, vous, Angélique? Je ne suis pas d'accord dans la mesure où, effectivement, ça, c'est très, très compliqué, c'est très difficile. Les points de vue sont assez opposés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'ouverture en 2004, justement, les différents points de passage, il est arrivé une chose absolument extraordinaire. C'est que les uns, séparés des autres depuis des décennies, ont pu se connaître. Il n'y a pas eu un seul incident. Même des gens dont leur maison était occupée par des réfugiés chypriotes turcs ou des colons kurdes ou turcs, il n'y a pas eu un seul incident. Il n'y a pas eu ni un vol, ni un meurtre, ni un jet de pierre. Il y a une connaissance entre les deux côtés et une très grande volonté, notamment de la part des Chypriotes turcs qui sont devenus une minorité à cause des colons, de dire, bon, la citoyenneté turque chypriote reste à définir.
mais on peut retrouver notre identité chypriote turque. Et c'est ce que je dis dans le livre et c'est ce que je dis dans le film. L'espoir est peut-être là, c'est-à-dire est-ce que les Chypriotes, qu'ils soient grecs ou turcs, vont réussir finalement à construire leur identité? Est-ce qu'il y a des ponts entre ces deux populations? C'est ce qu'ils essayent de faire. Notamment la nouvelle génération, mais pas seulement. Les gens qui parlent dans le film, c'est des gens qui ont vécu la guerre. Et il y a un Chypriote turc qui m'a énormément marqué quand il a dit que les bombes qui tombaient, soient turques ou grecques, peu importe, je ne veux plus revivre, je ne veux plus que mes enfants revivent, rester dans des abris pendant des bombardements. Il y a une réelle volonté, mais d'un côté, que ce soit le côté chypriote grec ou le côté chypriote turc, que ce soit la Grèce ou la Turquie, on n'aide pas. C'est une initiative de la société civile. Gilles Bertrand, vous avez l'air d'être d'accord, vous aussi. Vous pensez que les deux communautés ensemble pourraient faire bouger les lignes? Oui, absolument. Les lignes ont bougé au début des années 2000 et ont d'ailleurs forcé Erdogan à ouvrir la circulation entre les deux zones, parce qu'il y a eu des mobilisations de la société civile, parce qu'il y a eu des procès devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la société civile qui tient les clés, à mon avis, de ce conflit, parce que le poids de la Turquie, vous savez, en 1974, on était dans la guerre froide et personne n'allait contrarier la Turquie, parce que la Turquie, c'était le flanc sud-est de l'Europe, de la défense de l'OTAN. Les seuls mouvements importants qu'il y a eu, à part les gestes unilatéraux, mais très marginaux, en fait, comme l'ouverture de la ligne, c'est la société civile. En 2000, il y a eu une forte mobilisation de la société chypriote turque contre l'exécutif chypriote turc. Et ça a bousculé des choses. Ça a notamment permis une alternance en 2004. Merci. Donc, je suis entièrement d'accord là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois. Angélique Kourounis, notre correspondante également à TV5. Je rappelle, vous avez écrit aussi en même temps un livre qui s'appelle Chypre, le chagrin du Nil. Merci pour ce documentaire. Merci à vous, Joël Dallègre, Gilles Bertrand, d'avoir été nos invités.